Merci. Donc on aura deux tables rondes. La première sur une interrogation qui vous est proposée, démocratie ou technique, c'est-à-dire qu'est-ce que devient le crowdfunding aujourd'hui, et puis la deuxième qu'on a déjà évoquée tout à l'heure avec Roland Couture, qui est cette fameuse blockchain, et le lien blockchain, crowdfunding, qu'est-ce que ça donne comme perspective, comment ça peut inquiéter, comment ça peut rassurer, comment ça peut donner de nouveaux outils. Nous aurons de nombreux experts, témoignages qui viendront nous apporter un regard et nous aider, comme toujours, à réfléchir sur ces sujets-là. On va tout de suite commencer sur l'évolution du crowdfunding. On a dit évolution démocratique ou technique. On voit qu'avec l'expansion du crowdfunding, on voit qu'un certain nombre de grands opérateurs, bancaires pour ne pas les nommer par exemple, rachètent des boîtes qui sont dans le crowdfunding, s'intéressent de près à la blockchain, viennent sur le métier, et on se dit, est-ce qu'on n'est pas dans une voie de banalisation finalement? C'était nouveau, c'était intéressant, ça finançait ce qui n'était pas finançable avant. Est-ce que finalement on va pas avoir un recours au crowdfunding comme on remplit un dossier de crédit immobilier ou un dossier de factoring, et ça deviendrait un outil banalisé? Ou est-ce qu'il y a toujours place à l'innovation? Est-ce qu'il y a toujours place à des nouveaux modes de financement? Est-ce qu'il y a des projets, comme on a entendu celui de SOS Méditerranée tout à l'heure, ou comme on entend des projets d'entreprise qui ne seraient pas finançables ailleurs, qui vont être finançables là? C'est un peu l'interrogation qu'on va avoir dans cette première table ronde, qui sera très méditerranéenne, très internationale, qui va nous permettre de voir les différents niveaux aussi de maturation du crowdfunding dans différents pays méditerranéens qui seront avec nous. Donc je vais demander à nos différents intervenants de bien vouloir me rejoindre pour pas me laisser tout seul ici. Donc Adrien Aumont qui va d'abord parler tout de suite, et puis après qui va devoir nous quitter parce qu'il doit partir. Bernard Parent qui sera le grand témoin de cette première plateforme. Bernard Parent qui est professeur d'économie à Kedge Business School, qui est membre du conseil d'administration de Finance et Conseil Méditerranée, et qui est pilote de la chaire AG2R La Mondiale qui s'appelle Finance Autrement la bien nommée. Ensuite, nous aurons dans cette première plateforme Abdallah Absi de Zoumal du Liban. Voilà, il est ici. C'est un habitué des rencontres du crowdfunding de Marseille. Edwige Boom, qui est fondatrice de Africa Start. Zakaria Fahim, qui doit être par là, qui nous vient du Maroc naturellement, qui est fondateur de Hub Africa. Abdelkader Safi de Kepler, il est là, voilà, Algérie. Mehdi Benikous, alors, Riser, mais en même temps la Méditerranée, il nous dira pourquoi et comment. Roland Couture. Et puis, alors, je voudrais présenter Laurent Bogossian. Où est-ce qu'il est, Laurent? Il est en régie, peut-être? Il est là-haut. Alors, Laurent Bogossian, c'est un être hybride. Il est consultant, il a plein d'humour, il est surtout aujourd'hui dessinateur, il écrit, mais aujourd'hui il va dessiner, et vous allez voir qu'il a l'art de faire une synthèse en dessin de nos débats. Donc à la fin de notre forum, c'est lui qui va nous faire la synthèse de ce que nous avons dit. Faites attention parce que je crains le pire sur la façon qu'il aura de transcrire vos propos. Donc Laurent là-haut va dessiner, essayer de retenir tout ce que nous avons. Peut-être demander à Zakaria Fahim de prendre le micro, parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur notre vision de notre pays, bon pays français, dit gaulois, et que on s'imagine que tous les pays sont dans le même niveau de progression. Nous, on est un petit peu déjà avancé sur un certain nombre de choses, même si j'entends bien que on a des marges de progrès et que les outils pourraient peut-être progresser. Mais c'est intéressant d'avoir ce regard d'un certain nombre de pays partenaires qui sont ici autour de la table et qu'ils nous disent où on en est chez eux, à la fois de la réflexion, de l'usage des outils, de la façon qu'ont les pouvoirs publics ou les financiers de voir le crowdfunding. Donc très rapidement, parce que vous êtes nombreux, donc je suis obligé, vous n'êtes pas dans le pitch préliminaire, vous êtes dans le débat, donc merci d'être synthétique. Donc on va commencer avec le Maroc, avec Zakaria Fahim, qui est le fondateur de Hub Africa, de bien d'autres choses, des Business Angels, et qui est très attentif à tout ce développement du crowdfunding au Maroc. Merci. Effectivement, donc je pense dans la partie introductive, ils disaient que quand ils ont démarré, ils étaient dans un désert par rapport à cette problématique. Il fallait intégrer un sujet nouveau, et toujours quand on est sur des sujets qui dépassent un peu le politique, parce que
c'est quand même des approches disruptives sur lesquelles ils n'ont pas l'habitude. Donc, il faut faire beaucoup de plaidoyer, beaucoup de lobbying. Au Maroc, donc, ça fait à peu près 3 ans qu'on a introduit, qu'on a mis sur la table il y a 3 ans dans Web Africa, on avait mis une feuille de route sur la partie l'année dernière déjà, donc sur la partie il y a 3 ans sur le business angel et puis l'année dernière sur le crowdfunding. Et nous, on était partis en disant pour les entrepreneurs, sur l'amorçage, il ne se passe rien, donc il faut travailler sur cette partie où les banques ne savent pas faire, ce n'est pas leur métier. Et on est parti effectivement faire du lobbying auprès de nos politiques. On a eu la chance sur cette thématique de crowdfunding, notamment sur la partie dons, parce que nous, sur Web Africa, on travaille beaucoup plus sur la partie equity pour les startups, pour dire il faut les dons. Donc un jeune entrepreneur n'a pas besoin de dons, il a besoin plutôt d'accompagnement et donc d'amorcer sur la partie capital. Et on s'est retrouvé donc à un moment donné entre cette feuille de route qu'on portait nous au niveau de Web Africa, qui a été reprise notamment par un partenaire qui est Affinity, qui est une plateforme de crowdfunding, avec une autre plateforme, plus donc accompagné par des cabinets d'avocats. Il y a l'ambassade des États-Unis qui a ramené son expertise sur ce qui se passe aux États-Unis. Et l'idée, c'était de voir un peu ce qui se passe, mais d'intégrer, je dirais, cette dimension culturelle et la manière dont on fait, puisque sur la partie, par exemple, prêt, notamment, dans des pays, et en Afrique et au Maroc, on l'a beaucoup, on a ce qu'on appelle les prêts tournants, où on crée on a un groupe, et le groupe aujourd'hui, chacun décide que telle personne va avoir une somme, et dans le groupe de 20 ou 30 ou 50 personnes, on va faire en sorte que le premier qui a le plus besoin donc récupère l'argent, il n'y a pas d'intérêt, et donc c'est cette solidarité qui fait qu'au lieu d'avoir je mets 100 et je ressors avec 1000, que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas eu. Donc le crowdfunding informel existe de tous les temps, et c'est surtout les grands-mères, les personnes qui ne sont pas bancarisées, qui souvent fonctionnent sur ce schéma, parce qu'elles ne peuvent pas accéder donc aux banques, et je pense qu'il y a maintenant une velléité je dirais, à mettre de la technique sur ce type d'outils pour sécuriser et élargir le spectre, pour qu'on puisse garder cette notion de confiance, mais notamment sur la partie prêt, pouvoir élargir pour les gens qui ont besoin de pas 1000 mais 5000, pouvoir y accéder. Donc on a pour aller vite, donc on a aujourd'hui un projet de texte de loi qui est sur la table du gouvernement. On est en train de d'élire un nouveau gouvernement dans les jours qui viennent, et ça va être le prochain combat, c'est faire en sorte que le projet de loi soit entériné, qui effectivement a pris à peu près 1 an par des équipes techniques. Donc nous, on était beaucoup plus en appui politique et en utilisateur, parce qu'on était intéressé à ce que ce projet de texte sorte. Et en parallèle, on est en train de pousser effectivement pour avoir plus de fonds d'amorçage, et surtout un dispositif pour les business angels qui vont, notamment pour nous, pour la partie toujours equity, va être je dirais le vaisseau amiral sur cette problématique. Donc l'état de l'art, c'est que nous n'avons pas encore de dispositif, mais malgré cela, il y a eu des plateformes qui commencent à travailler, puisque nous on travaille avec Affinity. Chaque fois qu'on a fait des roadshows, des tours au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc, donc on a, je pense, un peu moins de 10 projets qui sont sur la plateforme. Donc sur l'equity, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas de problématique légale. Par contre, ceux qui font du don, là, trouvent des voies de contournement, mais on n'arrive pas encore à lever suffisamment de fonds, et ça reste relativement anecdotique, le crowdfunding, alors qu'il y a une utilité très importante, notamment sur la partie sociale. Puisque ce que vous dites qui est important, c'est que c'est déjà, ça serait la formalisation de liens traditionnels. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture entre cette tradition de l'entraide et les outils techniques que l'on va mettre au milieu, qui pourraient refroidir la relation, couper la relation. Exactement. Je crois que c'est tout le challenge. C'est pour ça que partir par le terrain et par comment dirais-je, faciliter et ouvrir, et ne pas tuer des choses qui tournent très bien et qui ne nous ont pas attendus. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, et on se rend compte quand on arrive en col blanc pour dire tiens, je vais être utile, je vais mettre en place des choses qui vont mettre du lien.
on se rend compte qu'on est juste en train d'amener un habillage, peut-être d'élargir, parce que l'avantage d'Internet, la technologie... élargir, donner des outils, sécuriser. La diaspora, donc, notamment pour la partie don, donc d'avoir une ouverture mondiale ou au moins nationale qui était souvent arrêtée au quartier ou à la rue. Alors, vous avez parlé de l'Afrique qui vous tient à cœur. On va passer la parole à votre voisine, Edwige Boom, donc, qui est de Africa Start. On va vous demander de nous dire un petit peu où vous en êtes, ce que vous portez comme projet dans ce domaine-là. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est de votre action avec Africa Start. Oui, très bien. Donc, en fait, moi, je suis en train de monter la plateforme. Et ce que j'ai fait cette année, c'est surtout publier une étude en fait, sur le crowdfunding. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Pardon. Publier une étude sur le crowdfunding en Afrique. Oui. Je l'ai sorti en septembre. Simplement, en Afrique, on a une conception totalement différente du crowdfunding que vous avez déjà mis en avant, dans le sens où le crowdfunding est surtout basé sur la solidarité, sur la communauté. Ce sont des tribus, ce sont des clans, ce sont des familles, ce sont des entreprises qui se lient pour monter des projets. En Afrique francophone, ça s'appelle souvent des tontines. Ça peut être des grands-mères, voilà, qui se mettent ensemble pour monter des projets purement. Cet aspect que nous on a ici en Europe d'un crowdfunding purement online, digital, commence à prendre pied dans certains pays, surtout en Afrique du Sud, où il y a plus de 21 plateformes qui sont actuellement actives. Au total, en Afrique, il y en a à peu près 57, à différentes phases de maturité. L'année dernière, ils ont levé à peu près plus de 30 millions de dollars. Excusez-moi, j'allais dire en euros. On va parler en dollars, oui. Donc, c'est du dollar. Donc, maintenant, ce sont surtout des plateformes de dons. On est surtout sur du don. Donc, sur le développement de la solidarité, en quelque sorte. Sur l'aspect solidarité, pour des questions purement légales que vous avez clairement mis en avant. En Afrique du Sud, c'est beaucoup plus développé. Il y a une plateforme qui fait du prêt, du peer-to-peer lending. Il y en a une autre qui avait été créée, mais qui est sortie sur le marché. Mais cet aspect très technique qu'on trouve en Europe n'est pas assez suffisamment présente, parce que le cadre réglementaire le permet pas. Maintenant, la façon dont la façon dont les plateformes essaient de se développer, tout simplement, c'est en passant à travers en faisant tout à fait en contournant. En Afrique du Sud, ils ont un organisme qui s'appelle le FSB, qui est censé réguler en fait toutes les activités qui sont pas directement liées bancaires. Ils ont dit, le cadre réglementaire, on voudrait bien le mettre en place, mais il suffit de piocher sur les réglementations qui existent déjà. Si vous voulez faire du crédit, il y a déjà un Financial Services Act pour les credit providers. Regardez dedans, piochez, et puis vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire du don, je pense que ils vont prendre en fait sur le cadre, sur le code des entreprises en fait, ce qui existe déjà pour que les gens puissent un petit peu créer leur plateforme à ce niveau-là. Donc pour faire simple en fait, l'aspect technique qu'on a nous en Europe ou aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que c'est beaucoup plus développé, on le voit pas encore en France, on le voit pas encore en Afrique. Et donc, avec une ambition que ça se prenne en place, que ça se développe. Donc, pour le moment, on est dans une situation où les réglementations ne permettent pas un développement normé, on va dire, du crowdfunding, oui. Et où, par contre, effectivement, un certain nombre d'opérateurs arrivent, comme ça a commencé en France au début, on l'a entendu tout à l'heure, on s'est arrangé avec un certain nombre de réglementations pour que les plateformes puissent commencer à opérer. Voilà, on a cette situation-là. On va passer la parole à Mehdi Benikous, qui est fondateur d'Itsal. Il va nous dire ce que c'est, partenaire de Riser. On a vu ce matin votre collègue qui est intervenu dans un atelier, plateforme franco-suisse, mais agréée en France, qui intervient en Méditerranée. Ce triptyque, vous allez nous le décrire. Prenez le micro et dites-nous un petit peu quelle est votre intervention et comment, à quel niveau de maturité on en est quand on intervient effectivement en Méditerranée sur les questions de crowdfunding. Donc déjà, en fait, voilà, donc Itsal, en fait, ça a été, c'est un campus numérique, en fait, qui fait du long life learning, qui part de l'accompagnement de l'étudiant jusqu'à lui donner envie de créer son entreprise, de la création,
éventuellement lui trouver le financement jusqu'à peut-être l'accompagnement, j'espère, en entrée en bourse, etc. Mais tout ça à travers, évidemment, une plateforme numérique pour éviter toutes ces contraintes géographiques. Et initialement, on parlait tout à l'heure de technique, ingénieur en informatique, donc c'était beaucoup plus l'intérêt technique de fournir une solution donc collaborative pour faciliter un peu et pour éviter toutes ces contraintes géographiques. Mais mon intérêt réel, et j'ai vu un peu une lacune, et plus spécialement par rapport à l'Algérie, parce que voilà, je suis d'origine aussi algérienne, et que l'Algérie, étant un pays riche, pétrolier, mais qui, son intérêt a été plus pour développer beaucoup d'industries hors hydrocarbures, en insistant, ce qui avait à peu près plus de 800 000 PME, PMI non informatisés, mais malgré tout, il n'y a que de financement institutionnel. Donc, pour l'Algérien, on va dire l'entrepreneur, c'est de se dire qu'il fallait qu'il s'adresse obligatoirement à l'État. Et étant un pays riche, évidemment, avec la fierté, considérer que c'est pas grave, vous voulez acheter une vache laitière, on peut vous prêter 100 000 euros. Voilà. Bon, en France, pour avoir 15 000 euros, un prêt, un prêt de région, il faut passer 15 entretiens. Bon, en Algérie, on pouvait vous prêter 100 000 euros juste pour que vous soyez un peu plus tranquille. Mais maintenant, avec le pétrole qui baisse, évidemment, la priorité de développer toutes ces PME, PMI, on va dire, est remis un peu sur la table. Mais surtout que ce qu'il y a énormément de banques d'investissement, de fonds d'investissement, d'une énorme diaspora qui est installée partout dans le monde, sauf en Algérie, et il fallait évidemment centraliser, d'où l'idée un peu de la partie crowd, qui était de regrouper toute cette diaspora, on va dire tout ce pouvoir d'achat et toute cette épargne mondiale algérienne. Initialement, l'idée, c'était par rapport à l'Algérie, pouvoir la regrouper dans un espace. Et pour un peu l'aspect, n'ayant pas une formation initiale non plus en finance, même si j'apprends vite, donc j'ai préféré évidemment m'associer rapidement avec Risers, qui est la première plateforme européenne de crowdfunding, vu qu'ils sont installés en Suisse, en France, en Belgique, en Hollande, etc. Et je leur avais proposé de pouvoir un peu profiter de tout ce vivier d'investisseurs et le mettre à disposition de l'Euro-Méditerranée, l'Afrique du Nord et pourquoi pas l'Afrique. Moi, c'était initialement l'Afrique du Nord, mais en ayant communiqué autour de moi, je me suis retrouvé avec des retours plutôt de l'Afrique noire, donc plutôt le Nigeria, le Cameroun, etc., en train de postuler pour pouvoir trouver du financement. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à l'Afrique du Nord, d'après ce que je vois, c'est beaucoup plus, quand on pense investissement, on pense investissement étranger. Donc il y a beaucoup de réglementations. Même les IDE, voilà. Voilà, les IDE, donc en Algérie, ça a été, oulala, c'est incroyable, la politique du 49-51, ça va bloquer les investissements, mais on ne pense que les seuls investisseurs sont étrangers. On n'a pas pensé aux investisseurs locaux. Il y a une ressource nationale très forte. Évidemment, ressource nationale très forte et surtout énormément d'entrepreneurs algériens qui gagnent très très bien leur vie, mais en fait à qui on n'a mis aucun canal de communication entre un porteur de projet et ces investisseurs-là. Et donc, l'idée par rapport à Itisal et par rapport à l'idée du crowdfunding, je me suis dit, écoutez, aujourd'hui, le vivier, l'argent est là, autant utiliser cette notion de crowd, qui était l'aspect collaboratif networking, mettre en relation toutes ces personnes et pouvoir aider, en fait, tout ce vivier d'entrepreneurs, car aujourd'hui, ils se débrouillent très, très bien tout seuls. Voilà. Où vous en êtes là, alors, aujourd'hui ? Aujourd'hui, écoutez, je suis en train d'essayer de récupérer tous ces dossiers en fait algériens, français. Mais quand je dis algérien, c'est tout projet pour un intérêt, évidemment, à forte valeur ajoutée algérienne. Je n'ai aucun. Quand je dis algérien, c'est une entreprise française qui s'intéresse au marché algérien, une entreprise 100% algérienne, une entreprise allemande, européenne, américaine. Voilà. Donc là, qui pourrait utiliser la plateforme Riser pour investir dans un projet en Algérie, en l'occurrence. Voilà, exactement. Ouais. Très bien. C'est intéressant. Ça pourra peut-être intéresser des opérateurs à Marseille. Il faudra qu'on en reparle. On va continuer sur l'Algérie, si vous voulez bien, avec votre voisin, qui est Abdelkader Sali, qui est gérant de la société Kepler Technologies, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Vous allez nous parler de quelque chose qui est voisin, qui précède un petit peu le crowdfunding, qui est le paiement, mais qui dit bien un petit peu où on en est en Algérie, puisque vous allez nous parler effectivement du paiement par le téléphone, le sans contact, ou le contact, ou le SMS, et vous allez nous dire où on en est effectivement en Algérie, parce que vous avez voulu porter effectivement ce projet.
parce que sans flux financier, sans capacité effectivement à faire circuler l'argent, on ne peut même pas rêver d'une plateforme de crowdfunding. Il le précède. Ce qui précède, c'est d'abord les flux financiers, et vous en êtes là. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, j'écoute l'intervention des différents acteurs qui est très intéressante. Et pour moi, c'est très illustrant. On le voit assez bien. C'est l'outil qui crée le besoin, et c'est le besoin qui crée l'innovation. Au final, le crowdfunding, pour moi, c'est juste une conséquence de ce qui est venu avant. C'est Internet, le paiement électronique, et les gens ont forcément créé quelque chose. La nature a horreur du vide, et au lieu d'aller s'adresser à des solutions standards du type banque, les gens ont décidé de créer quelque chose qui leur correspond mieux. Moi, je vais citer les exemples africains, et c'est comme ça qu'est venue l'idée justement de la solution M-Banking en Algérie. On s'est un petit peu basé sur ce qui se fait en Afrique noire, justement, où aujourd'hui, il faut le savoir, le Kenya est le leader mondial du M-Payment. C'est impressionnant. Un pays africain aujourd'hui, c'est le plus gros marché de téléphone mobile en Afrique, et l'un des plus gros au monde. Pourquoi? Parce que un opérateur télécom s'est dit: je vais essayer de créer un système qui permet justement à une population qui n'est pas bancarisée, qui ne sera pas bancarisée parce qu'ils sont très loin des agences bancaires, ils n'ont pas un accès géographique. Donc il s'est dit, pourquoi pas leur créer un compte virtuel et leur donner le moyen de déposer de l'argent dedans pour acheter des choses avec. Ça a fait un tabac, ça fait 600 millions d'abonnés en Afrique, c'est impressionnant. Et on s'est dit, ok, pourquoi pas essayer de faire la même chose en Algérie? Parce qu'il faut le savoir, en Algérie, on ne peut rien acheter à distance. Il faut se déplacer pour faire n'importe quel achat. C'est-à-dire, si je veux payer ma facture, si je veux acheter quelque chose, il faut que je prenne ma voiture et que j'aille à l'endroit pour acheter quelque chose. Donc on s'est dit, bon... Il vient juste d'avoir une loi qui autorise certains virements, certains règlements par carte, mais limités. Le timing est parfait. Ça a été lancé il y a 3 semaines. Le timing est parfait. L'Algérie vient de lancer la première plateforme de e-payment, mais en même temps, on le voit, ils ne veulent pas refaire peut-être l'erreur ça dépend du point de vue, hein, mais pour l'Algérie, c'est une erreur de laisser faire un petit peu la population faire ce qu'elle veut. Donc, on va la bloquer un petit peu. On va la laisser acheter sur Internet, mais des choses qu'on contrôle. On peut payer une facture d'eau, on peut payer une facture d'électricité, on peut acheter un billet d'avion, mais on ne peut pas acheter n'importe quoi sur Internet. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, on est parti à peu près du même constat, en se disant, OK, nous, on ne veut pas faire de l'Internet parce que, tout simplement, le taux de pénétration est très bas. Aujourd'hui, il faut le savoir, en Algérie, le taux de pénétration de la DSL et de la 3G, c'est approximativement entre 30 et 40%. C'est très difficile d'avoir des chiffres exacts, mais on sait que... Hier, il y avait une réunion dans cette salle, on disait à peu près 3 millions de familles connectées. Approximativement. On disait que, par contre, le taux d'équipement en téléphone portable était de 110 à 120%. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui était affiché par la Chambre de commerce franco-algérienne. Effectivement, le haut débit, on attend, il y a des gros projets, mais pour le moment, c'est encore quelque chose qui est embryonnaire. Donc, effectivement, le canal qui fonctionne, aujourd'hui, c'est le portable. Alors, le canal qui fonctionne, c'est le portable. Et surtout, c'est tout ce qui est SMS et USSD. Je ne sais pas ce que tout le monde connaît. C'est des services qui sont très simples à utiliser et qui ont fait un succès en Algérie parce que les gens, finalement, les ont très vite adoptés par la simplicité de l'outil. L'exemple le plus simple, c'est le transfert de crédit téléphonique. C'est ce qui marche le mieux en Algérie. Ça génère pratiquement, si ma mémoire est bonne, 21 milliards de dinars, ce qui équivaut à peu près à divisé par 10, par 100, 2 milliards, par 100. Le principe est très simple. Je prends mon téléphone, je mets le numéro du récepteur à qui je veux envoyer du crédit téléphonique. Je mets un dièse, je mets mon code secret, quelques informations et j'envoie ça par SMS. C'est très simple et très efficace. Les gens ont adoré ce type de service et on s'est dit pourquoi pas faire la même chose pour du virement de monnaie. Après, on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que la banque et la réglementation étaient très strictes et surveillaient ça de très près, qu'il y avait beaucoup de projets dans ce sens en Algérie, mais qui étaient tous surveillés et on va dire régulés par l'État. Aujourd'hui, le ministère des Finances et le ministère des Télécommunications en Algérie, on va dire, débat sur tous ces sujets-là. C'est simple, il n'y a aucun projet qui est lancé s'il n'y a pas un aval que ce soit le ministère des Finances ou le ministère des TIC. Donc,
ça a pris quand même beaucoup de temps. On a démarré ce projet en 2012. Aujourd'hui, ça fonctionne. Je suis testeur bêta, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je peux utiliser mon téléphone pour payer ma facture d'eau, parce qu'on nous a quand même dit, bon, on va pas faire n'importe quoi, on va commencer la même chose comme pour le e-payment avec des facturiers matures, des grands facturiers, ce qu'on appelle les grands facturiers. Donc, on a aujourd'hui démarré un projet avec un facturier qui est le distributeur d'eau et une banque pilote privée qui est la BNP. Aujourd'hui, ça fonctionne, ça marche, mais ce n'est pas encore commercialisé. Quel est l'impact au final? Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir sur une économie numérique qui n'existe pas aujourd'hui ou qui est pratiquement inexistante à part quelques petites initiatives personnelles. Une fois que cette porte sera ouverte, on sait que des projets, et là je rejoins ce que disait tout à l'heure Madame sur la solidarité, on est un peuple qui est très sensible à la solidarité. C'est des outils qui vont être très très efficaces parce que ça permettra à tout le monde de participer à n'importe quel projet de solidarité. J'aime beaucoup aussi l'idée de collectivité, collectivité, qui lie la collectivité locale à la population et qui permet aux gens de participer à des initiatives communautaires. Je pense que ça, en Afrique, c'est des choses qui vont très bien fonctionner. On sent bien quand même, à travers vos deux témoignages, que l'État algérien, à travers sa tradition à l'oreille pyramidale, qui aime bien la pyramide, très centralisée, ça c'est son histoire qu'il le raconte, il n'y a pas de jugement, hein, c'est l'histoire qui est comme ça. On sent bien que là, il y a un mur qui doit tomber pour qu'on se dise, ça va passer par de la pyramide, mais tout ce que vous proposez, finalement, c'est de passer à des choses horizontales qui vont toucher le citoyen par rapport au citoyen et d'instaurer d'autres relations qui ne vont pas passer ou par une autorisation ou par un centre. Alors c'est une très bonne question. Moi je ne vois pas ça de ce point de vue-là parce que pour moi ce n'est pas forcément un problème. Je pense que l'Algérie, au contraire, aujourd'hui il faut se positionner. Là c'est une discussion politique parce qu'on revient un petit peu... Un peu la démocratie, voilà. C'est un peu politique. Hein, quand même. Oui, non mais on est d'accord. On est d'accord. Moi ce que je pense, on parlait tout à l'heure du 51-49. Ma société, c'est du 51-49 et moi, j'en suis très fier de ce système-là parce que ça nous a permis de vraiment créer de la valeur et de créer une société, de faire travailler des gens. Aujourd'hui, on a 20 salariés, donc 20 familles qu'on fait travailler. C'est une très bonne chose. Pour répondre à votre question, oui, l'Algérie, aujourd'hui, a décidé d'être, on va dire, de contrôler, et vraiment d'une manière claire, hein, il ne le cache pas, de contrôler tout ce qui se passe sur le territoire. Moi, je pense que c'est un petit peu la règle du jeu. Si on veut exister dans un marché mondial, il faut essayer on va dire, de se donner les moyens. Aujourd'hui, on sait que si on ouvre notre marché, on perd tout contrôle sur ce qu'on fait. On sait que l'économie mondiale ne fera qu'une bouchée d'un marché comme l'Algérie qui a de très grosses potentialités, il faut le savoir. Il y a beaucoup à faire, il y a pratiquement tout à faire dans un marché comme l'Algérie. Et je pense que l'État aujourd'hui fait attention, prend son temps, va d'une manière qui est très progressiste, doucement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va regarder ça avec attention. On va passer au Liban. Alors, toute autre histoire, tout autre pays. Liban qui a depuis quelques jours un président et depuis quelques jours un Premier ministre, donc c'est un événement qui est quand même tout à fait intéressant. Abdallah Habsi, on vous a vu à plusieurs reprises dans ces rencontres du crowdfunding avec votre plateforme Zooma Liban. On a envie de vous entendre pour dire un petit peu au Liban où on en est. C'est pas l'excès de réglementation qui risque de vous tuer au Liban, puisque on est plutôt en panne de réglementation. Le Liban est un pays très ouvert sur tout ce qui est financier. Mais dites-nous comment se développe là-bas le crowdfunding, comment il est perçu. Est-ce qu'on est plutôt dans la solidarité, plutôt dans la finance, parce qu'il y a une très grande tradition financière au Liban? Expliquez-nous un petit peu où on en est avec votre plateforme et votre expérience. I'm gonna remove this, so when you wanna speak to me, I'm gonna put it again. Okay, so I'm gonna talk about the experience of crowdfunding in the region, because our focus is not just Lebanon; it's in all the Middle East, South Mediterranean and East Mediterranean. So we started Zoomal in 2012. The basic idea of Zoomal as a crowdfunding platform, which is the leading platform in the region now, the basic idea was that, okay, there's a lot of, it's a region of youth. It's more than 65% of the Middle East now. And there's also a lot of money that is out there. This youth needs jobs. They have to create it because there aren't jobs.
And you also have a lot of money that is around in the Gulf and all of that. And what can we do to kind of put those two elements together to create opportunities, to improve the economies, etc. So the idea was this crowdfunding platform is about supporting innovation and creativity, getting those people to think about ideas. They post them online and anyone could fund them around the world. And then this another idea came in, which is also it's not funding coming just from the Gulf or from inside the region. It's also coming from expats. Like Lebanon alone has 14 million people outside Lebanon as expats, whereas only 4 million Lebanese people inside Lebanon. So that's a lot of Arab countries have a huge expat populations outside and give a lot to their countries in remittances and giving back. Moving forward, so after we started in Lebanon and focusing to all the region from day one, we started seeing the trend is going more towards community projects, towards solidarity, towards those social kind of projects that are creating impact rather than just the innovative projects. From one angle, because the innovative projects, the quality was not very good in the beginning. And the community projects were much more attractive to donors. People who want to give back, they felt this is relevant to me. I want to give back, I want to support it, I want to create impact. Fast forward, so I'm not, in a way, the major challenges that we are facing in the market, I think it's about the whole ecosystem. It's not just one thing. I wouldn't say it's funding, it's not the regulatory framework. We are working now as a donation / reward-based crowdfunding platform without regulation. It doesn't require a regulation all over the world, okay? And I think when you want to put the blame on regulation, it's the regulatory frameworks don't just get created on their own. There has to be a market that they have to regulate, right? So you have to break the law, and then they will come up with a regulation to regulate you, to put you on the right line. So we started. We haven't had any problem in all the region. We've been sending transfers. We've been working with a lot of projects. The governments love us, actually, because we're bringing US dollars into their countries. So yeah, I think the concern, the challenge is much bigger when it comes to crowdfunding beyond regulation. It's more about the market. Is the market ready really in terms of culture to supporting projects? From a mindset perspective, from a technology perspective as well, are people capable of supporting projects using the right payment methods? So talking about mobile payments is an amazing initiative, and every market has to think about what are the best ways to collect payments from a lot of people, because it's all about the crowd, and what the crowd can pay is that's the way that crowdfunding should work. And then going to investors as well, and governments, and how they can support all of this is the ecosystem, and also the projects. So if you have non-quality projects that are that do not also feel liable to their community, they come up, they get the money, and then they disappear without updates. That's also a big problem. So it's about the whole community. What we're looking at right now as a platform is we're really going into a phase of crowdfunding 2.0, or as Adrian in the beginning said, it's fintech, more than just focusing on crowdfunding. From the perspective of the region, we've seen that crowdfunding, the way it has been presented from major platforms like Kickstarter and Indiegogo, those are the ones who set the trend, if you want, and then it kind of propagated around the world. It's not maybe ideal everywhere. And what we're looking now at is those social initiatives, those community projects and the non-profits and social enterprise and all of these, which we're trying to focus on right now, do not really favor crowdfunding, because they have to go and do the crowdfunding for one time. They get this $100,000, and then they have to repeat this very same effort every single year. And crowdfunding is not something that you would want to repeat every time. It's a very overwhelming, it's an experience that would require a lot of hard work. And what we are doing now, it's beyond Zumal. We're starting a new platform that is dedicated, tailor-made for nonprofits and social enterprises to raise sustainable fundraising from people. So if I have a nonprofit, let's say I would say the example of SOS Mediterranean, whatever.
the project is, instead of getting this 200,000 euros for one time, and then you have to repeat this effort every single time, what if people could come and support with $20 a month, and $10 a month, and $50 a month, and you have this a huge number of people that are always supporting you. You do this fundraising effort one time, and you have impact that is for the long term. And when looking at the challenges, we've done a huge survey for all the community that we have, over 20,000 projects, most of which are community and social enterprise projects. The major problem that they all have is sustainable fundraising. So they always have to rely on calls and calls for proposals and grants and the gala dinners and all of these. All of these are not efficient. And crowdfunding is always the other option that I go with. If the 20 grants that I'm applying for, none of them works, okay, and if I go to my philanthropist and my list of donors, it doesn't work out, then I go for crowdfunding and try my luck with the crowd. I think crowdfunding has to elevate beyond that. It has to become really the main option for funding. It is the less risky for the crowd, okay, because a lot of people are putting very small amounts of money, and it's more sustainable for the long term. If a lot of people put $1 a month, that's going to be able to create a lot of impact for those organizations. I want to add one last thing, which is the role of the platforms in this case is not really just looking at what are the problems and efficiency and all of this, but looking also what can we do. So in our case, when looking at nonprofits and donors, there's a lot of mistrust that has been built for the past years. There's no transparency. If I'm putting money in an NGO, I don't know where it's going. So when I put $10 a month, the platform forces the nonprofits to send a report by the end of every month. If they do not send it, my subscription is automatically canceled. So those are the things that we're trying to focus on, as how are we as a platform responsible to make crowdfunding much more efficient for NGOs and for the community. Thanks. You have... Merci. Donc un modèle qui est tout à fait différent et qui est intéressant, que l'on voit là, qui est le modèle libanais un petit peu, puis du Proche-Orient tel que vous l'avez développé, qui reste un produit communautaire, si j'ai bien compris, qui est plutôt orienté sur le don, pas dans le capital, pas dans le prêt. Votre plateforme, elle fait du don uniquement. Yeah, I mean, we started initially as our platform, Zoomal.com, is a platform that supports innovation, creativity, and even social projects. The trend took us to 80% of the projects being social and community projects. That's why we're looking at, because looking at the Middle East, it's full of social problems, full of all those kind of problems. Who's going to think about being really innovative right now, about coming up with a new product, which is really important. I think this is really the spark. If we want to change the whole community, it's going to be those innovative ideas and creating the role models, creating the real success stories, the global success stories who will change the community. But you have to solve the basic needs of people initially, and this is where we're trying to focus on right now in terms of crowdfunding. Merci Roland Couture. On arrive dans un autre monde puisqu'on revient sur notre continent européen. On voit bien que dans tout ce qu'on a vu sur la rive sud et est de la Méditerranée, on vivait le crowdfunding comme un outil plutôt communautaire, plutôt de solidarité, plutôt de lien, avec une émergence, mais on sent qu'on est à l'émergence d'outils qui vont aller certainement vers des méthodes qui ne seront pas tout à fait comme les nôtres, qui vont être différentes, mais qui pour le moment sont dans les outils communautaires. Quand on est conseiller financier, cette fois on est dans le dur de l'économie, comme Roland Couture, comment on a vu arriver dans les outils de financement le crowdfunding, et comment on se dit aujourd'hui, est-ce qu'il devient un outil banal, ou est-ce qu'il va financer des choses qui n'étaient pas financées avant, et est-ce qu'il garde son caractère innovant? D'abord, juste une petite précision, je fais du conseil en stratégie, je ne suis pas un expert financier au sens conseil la stratégie, c'est aussi une stratégie de financement. Oui, la stratégie, il y a aussi du financier dedans. Quand j'ai écouté Roland Couture. Pour reprendre ce qui a été dit jusque-là, je dois dire que le crowdfunding, c'est finalement un objet économique et une aventure économique comme les autres.
C'est-à-dire que d'un côté, c'est une nouveauté économique qui se répand, qui s'étend, et donc là, c'est une aventure humaine. Et puis deuxièmement, c'est une aventure qui s'enracine, et lorsqu'elle est établie, ça devient une aventure technologique, dans le sens où elle devient de plus en plus sophistiquée. Et c'est bien ce phénomène qu'on voit apparaître un petit peu partout, c'est-à-dire que en France, où on est un petit peu à la frontière entre les deux, parce qu'il faut noter que la première plateforme de crowdfunding française se situe à la 41e place mondiale des plateformes de crowdfunding. C'est-à-dire qu'on est loin des premiers encore. Et le marché a encore des marges pour se développer. Et donc on voit encore des initiatives qui correspondent à de l'extension de l'aventure économique que représente le crowdfunding. On l'a vu par exemple tout à l'heure avec la plateforme pour les collectivités. Et puis en même temps, on voit se sophistiquer les instruments, les outils qui permettent de faire du crowdfunding. Alors, est-ce que au final, la technique va manger l'aspect humain dans une plateforme? C'est bien en fait la question qu'on peut se poser. Je pense que comme le crowdfunding se développe, de toute façon, la variété des gens qui s'y intéressent augmente. Et donc on voit beaucoup de participants aux plateformes de crowdfunding qui viennent là pour participer à une aventure, pour l'aspect et la dimension humaine, et puis on voit commencer à apparaître des gens qui viennent là pour les placements financiers. Maintenant, il faut avoir en tête que, comme ça s'est développé et sophistiqué, il n'y a pas un crowdfunding, mais il y en a au moins 3. Bien sûr. Et ce qui les relie, c'est la position des acteurs par rapport au risque. C'est peut-être la bonne échelle qu'il faut utiliser pour comprendre le phénomène du crowdfunding. Lorsque vous faites un don, ben vous savez que votre argent, vous ne le reverrez plus. Par définition. Par définition. Donc l'aspect automatique n'a pas beaucoup de sens. Hein. Ou alors vous mettez votre argent dans un distributeur de billets et puis vous avez résolu le problème automatique. Mais en général, ce que vous voulez, vous le faites par sentiment parce que le projet vous plaît et que vous avez envie de donner pour y contribuer à sa réussite. Lorsque vous faites du lending, donc du prêt, votre but, c'est pas du tout le même. Vous avez bien l'intention de récupérer votre argent à un moment donné. Même si le projet vous plaît, vous voulez l'aider, mais vous avez l'intention de le récupérer. Donc vous allez plutôt chercher un minimum de risque. Lorsque vous faites de l'equity, donc de la prise de participation en action, vous acceptez de prendre un risque, c'est-à-dire de perdre votre argent. Et ce que vous espérez, c'est avoir mis de l'argent dans une entreprise qui, par exemple, s'appelle Airbnb, qui a commencé en 2008, qui aujourd'hui, en 2016, est évaluée et valorisée à 16 milliards d'euros. Oui. Bon. Donc, vous voyez que les motivations, dans un cas comme dans l'autre, ne sont pas du tout les mêmes pour ceux qui participent au crowdfunding. Est-ce que là-dedans, donc le don, on peut l'écarter en termes de est-ce que la machine va prendre le pas sur l'humain dans le don, c'est pas possible. Si on regarde l'aspect intermédiaire, c'est-à-dire le prêt, c'est vrai que là, quand même, ceux qui participent au prêt, ils attendent de pouvoir récupérer leur argent. Et donc, effectivement, tous les systèmes automatiques qui leur assurent un peu plus de sécurité les intéressent d'une certaine manière. Et puis, il faut regarder aussi quelque chose, les phénomènes qui sont en train de se passer dans le lending, d'une manière générale, dans le prêt, d'une manière générale. Si on considère que la référence, c'est la banque, que c'est elle qui maîtrise aujourd'hui, qui est la référence en matière de maîtrise des risques. C'est pas pour rien qu'on dit que les banquiers ont des bretelles et des ceintures. Si c'est la référence, c'est, on va avoir d'un côté ce qu'on appelle les fintech, qui sont en train de s'attaquer à ce marché du crédit bancaire avec des systèmes de big data qui permettent de collecter beaucoup plus d'informations, d'analyser beaucoup plus d'informations, qui permet à ces fintech de faire des prêts, de consentir des prêts et des crédits à des bénéficiaires qui auraient vu tous leurs prêts refusés par le système bancaire habituel. Donc là, la technique permet de progresser dans les bénéficiaires des prêts. Et puis de l'autre côté, on a le crowdfunding en prêt, enfin le lending, qui aujourd'hui, une de ses faiblesses, c'est justement la maîtrise du risque par rapport à la maîtrise du risque que possède une banque. Donc, vous voyez qu'on a une variété qui est assez grande là-dedans aussi sur le lending. Maintenant, si on regarde sur la prise de participation en action, là, il y a une prise de risque. Est-ce que la machine peut apporter quelque chose là-dedans? Je dirais
que si on raisonne par exemple sur le big data et tout le développement de la machine, d'une manière générale, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, il y a 4 types de projets. Il y a les projets où l'incertitude est grande et la masse de connaissances qu'on peut avoir sur ce projet-là est relativement faible. À l'opposé, il y a les projets où l'incertitude est relativement faible et où la masse de données qu'on peut traiter est très élevée. Et puis, il y a les projets qui mixent les deux. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, la machine fonctionne très bien là où il y a des grandes masses de données, où évidemment l'incertitude est faible, ou même si elle est importante, par le big data, on peut avoir, à travers une grande masse de données, on peut arriver à cerner un peu cette incertitude. Là où la machine fonctionne très mal, c'est là où l'incertitude est importante et où la masse de données est faible. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, la différence dans une prise de participation qui serait déterminée par une machine ou qui serait déterminée par un homme, c'est que la machine ne dira jamais « ce projet, il me plaît ». Voilà. Mais c'est pas sûr que la machine aurait mis de l'argent sur Airbnb tout au départ. On va revenir. Merci de cet éclairage. On va passer la parole à Bernard Parent et qu'il nous dise son regard. Alors, tout en étant économiste, est-ce que Aurélien l'aurait entendu tout à l'heure? Je pense que oui. Par rapport au discours préliminaire que l'on a eu sur le projet de solidarité quelque part qui était porté par des initiateurs du crowdfunding, la réalité que l'on a vue difficile, compliquée, qui progresse dans des sinuosités dans les différents pays du sud et de l'est de la Méditerranée, la maturation qu'il y a en France qui n'est pas la même maturation qu'il y a dans d'autres pays avec d'autres philosophies anglo-saxonnes. Quel est ton regard sur cette évolution? Comment tu nous apportes ta réflexion par rapport à ce qu'était notre interrogation technique ou démocratie? Donc, je regrette qu'Adrien Aumont, effectivement, n'ait pas pu rester plus longtemps parce qu'il a évoqué le troc. Alors, il faut savoir que le troc n'a jamais existé. Dans tous les travaux anthropologiques, donc, le troc n'a pas existé, sauf quand le système est en faillite, quand les institutions ne sont plus capables d'assurer le lien social et les gens se débrouillent entre eux. Donc c'est intéressant de voir que par rapport à KissKissBankBank et ces plateformes-là, l'émergence coïncide après crise 2008 avec un grand questionnement sur nos institutions et sur la régulation, et que le terme troc réémerge comme ça. Donc ça, c'est un clin d'œil. La deuxième chose, je pense que la question, là aussi, qui m'a un peu gêné, mais j'y reviendrai, c'est le problème de la gouvernance. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie de donner mon argent à des plateformes, même pour des super projets, même pour SOS Méditerranée. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être associé à la gouvernance, c'est-à-dire d'être partie prenante en tant que citoyen qui va apporter quelque chose. Or, il y a très peu de plateformes à connaissance qui travaillent sur l'organisation de la gouvernance. Et je fais un parallèle, c'est le même problème avec le système mutualiste en France, les coopératives, les mutuelles françaises, où, moi, par exemple, je suis à la Massif. On me demande annuellement de voter, donc je vote parce que un gros dossier avec des bulletins de vote. Mais je connais personne, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants, le projet sociétal, etc. Donc il y a vraiment un problème à la fois de taille à gérer et d'innovation dans les modalités de gouvernance. Ce que je retiens, moi j'avais toujours dit, et puis tu le sais dans d'autres interventions, pour moi le crowdfunding c'est quand même une tarte à la crème. Je veux dire, les tontines, ça a été dit par madame, vous aussi vous avez dit sur les solidarités, etc. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est la puissance multiplicatrice de la technologie. Donc à la fois cet effet de levier et à la fois la possibilité à travers cette technologie de mobiliser de la connaissance, du savoir, l'incertitude, Night, etc. et d'aller produire de l'information là où il n'y en a pas. Et par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, sur les communautés, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en allemand, il y a deux termes, il y a Gemeinschaft et Gesellschaft. Gemeinschaft, c'est la communauté auquel on n'y peut rien. Je suis né dans telle tribu, dans tel clan, dans tel quartier, dans telle famille, on ne choisit pas sa famille, etc. Le Gesellschaft, c'est la société qu'on l'on construit. Donc je pense qu'effectivement, le crowdfunding, à travers toutes vos interventions, la solidarité, le Liban, ce qui a été dit, c'est qu'il y a quelque part un projet social avant d'être un projet politique. C'est-à-dire une certaine conception de nos rapports. Et c'est pour ça que je rajouterai, par rapport à ce que vous avez dit sur les différents types de crowdfunding, enfin, on va dire, entre le don, la réciprocité, etc., le lending et l'equity, c'est qu'il y a fondamentalement, je rajouterai un cas de figure, qui est celui où ça m'est égal de retrouver mon argent si, en contrepartie, je sais qu'on a créé X emplois. Ça m'est égal d'avoir une rémunération sur mon risque
Si j'ai de l'information qui me permet d'être associé à la prise de risque à travers la transition écologique, la transition énergétique, etc., donc on est quand même sur des projets effectivement qui doivent être à taille humaine, et ça pose un autre problème, c'est celui de la relation à l'État et au collectif, mais je ne l'aborderai pas. Donc c'est cette construction-là qui, moi, sur les plateformes de crowdlending, je travaille avec un de mes anciens étudiants, Julien Benayoun, qui a créé Milan Pact. Le gros problème, me disait-il, il est double. Un, comment je vais créer la gouvernance pour associer mes différents acteurs, qu'ils aient droit à la parole et pas seulement que ça soit des bailleurs. Et deux, comment puis-je produire des grilles, des outils d'évaluation de reporting qui soient à la fois fournis par ceux qui bénéficient des fonds et en même temps qui représentent le projet politique, sociétal porté par ces acteurs-là. Et il faut harmoniser cela, parce qu'il faut que d'une plateforme à l'autre, on s'entende sur les critères d'évaluation de la performance, etc. Donc moi, la question, quand j'entends tout ça, je dis oui, il y a du potentiel, parce qu'il s'agit de revisiter les Gemeinschaft en Gesellschaft. Et avec une amie, Cécile Perret, on a fait un papier sur la Kabylie, justement, où je disais, ça serait bien qu'on revoie les règles, la tradition, qu'on fasse prendre conscience des raisons de la tradition, pourquoi elle s'est constituée comme ça, pour la reformaliser, reformuler en outil actif et conscient du changement aujourd'hui. Et ça, c'est directement lié à la finance, parce que la monnaie, ce n'est pas un objet, c'est un lien social fondamentalement. Et ce lien social, les plateformes de crowdfunding peuvent nous aider à le développer autrement, si on se pose la question de la gouvernance. Et j'ai été clair, je crois, ce n'est pas la gouvernance de la plateforme en termes de personne morale, c'est la gouvernance de la communauté comme une communauté de marque. Je renvoie à ceux qui font du marketing tribal, etc. Vous avez des communautés de marque autour des fans de Harley Davidson, d'Alfa Romeo, de Ducati, de Gucci, etc. J'en connais quelques-uns. Autour de ces communautés de marque, c'est pareil. Quelle est la communauté qui fonctionne et selon quel principe de régulation au sens de la régulation entre nous, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la performance que je promets, je l'obtienne, que chacun d'entre nous se sentions impliqués dans la transformation concrète des choses et apportions nos contributions. Et je terminerai sur un point qui me paraît crucial, ça c'est mon expérience quand j'étais à la Banque de France au ministère. Les entreprises ne meurent pas faute de financement pour financer l'investissement. Ça arrive, il y en a qui loupent des trucs, qui se plantent, mais c'est pas ça. Les entreprises et les PME en particulier se plantent pour des problèmes de trésorerie. C'est les crises de solvabilité et de liquidité, le financement de court terme. C'est la majeure partie. J'ai un client, mais je ne peux pas payer mes fournisseurs, ou mon client ne m'a pas payé, etc. Donc l'idée que vous avez évoquée de dire le crowdfunding pourrait être un outil de financement du quotidien, du financement du court terme, me paraît extrêmement intéressante à travers cet abonnement de 1 €, 2 €, 3 € par mois, à condition effectivement de mettre en place avec les entreprises les dispositifs qui permettent de s'assurer qu'on finance bien un besoin en fonds de roulement récurrent, le problème de mes clients, le problème de mes stocks, le problème de mes fournisseurs, et que ça ne soit pas simplement un panier percé. On est d'accord. Donc, ce qui implique que l'entreprise, l'association, l'organisation doit communiquer sur sa vision, sur ses actions, et donc doit co-construire l'information pour réduire l'incertitude et passer de la gestion du risque. Et un dernier point, juste que je vais balancer une pique. Il faut qu'on arrête de me dire que les banques, elles gèrent le risque ou que les marchés financiers gèrent le risque. Parce que n'importe qui fait de la finance savent que quand on a un risque, on essaye de le transférer à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la couverture de risque. Donc la finance, ce n'est pas la gestion du risque. C'est savoir comment se couvrir, qui est le terme poli, qui correspond simplement à qui je le transfère, qui est le terme réel. Voilà. C'est un métier ? Ça, c'est un métier. Merci. On va demander à Laurent Bogossian de transmettre son dessin et de descendre pour nous le commenter. Et puis, je prends une ou deux réactions de ceux qui veulent réagir par rapport à ce que vient de nous dire Bernard Parang sur le plateau. Mais je pense qu'il faut que Laurent descende pour nous commenter sa synthèse. Allez-y. Juste une petite question, à vrai dire, c'est une curiosité. Je me pose la question, pourquoi on est aussi exigeant avec des nouveaux systèmes et pas avec les systèmes mis en place ? Vos exigences sont très pertinentes. Mais pourquoi on ne les exige pas des banques, du système actuel ? Parce que l'inertie des institutions qui existent, avec leurs règles, leur fonctionnement, avec les balles, avec les normes IFRS, etc., cette inertie-là, cette cohérence-là, et qui fonctionne pour le tout venant de masse, on a une chance de le contourner par l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vous entends, ce que j'entends, c'est le potentiel d'innovation sociale pour créer les conditions. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, ou vous, c'est-à-dire que il faut dépasser la régulation existante, la faire exploser, pour ouvrir de nouvelles perspectives, et à ce moment-là,
poser les nouvelles règles pour agir ensemble. Exactement. Mais moi, cette exigence, je l'ai vis-à-vis de tout le monde. Mais je trouve que c'est plus facile avec vous. Parce qu'il y a une écoute. Parce qu'il y a une écoute. Merci. Merci. Alors, où est Laurent? Voilà, bah, tu vas me rejoindre. On va commenter ensemble de ton œuvre. Alors, vous lisez avec nous, vous voyez. Alors, déjà, il y a un truc sympa, Pop Finance and Friends. Donc voilà, on est entre amis, c'est sympa. Et puis alors, tu nous commentes un petit peu les autres... Oui, les rapidement, autres j'imagine items. que le timing est un peu serré, Ouais, j'imagine, bien donc sûr, 3-4 minutes. Voilà. Donc bonjour messieurs, dames. Donc juste pour résumer ce dessin, ce qui vous a rassemblé aujourd'hui, ne vous y trompez pas, c'est la disruption et la créativité. C'est-à-dire que vous étiez ici pour réfléchir sur comment réinventer le crowdfunding, comment casser les moules, comment rester innovant, et c'est une question qui a été posée par Christian dès le début de la présentation. C'est ce que je vous présente ici, donc disruptif, créatif. Et même s'il y a écrit ici un magnifique Pop Finance, là aussi ne vous y trompez pas, la volonté était le rassemblement. Donc Pop Finance and Friends, c'est-à-dire les gens ici sur scène et vous-même. Donc Christian a lancé le débat avec une question. Va-t-on banaliser le crowdfunding? Ça a lancé du moins Adrien sur le rapport qu'avaient les gens avec l'argent. Et alors qu'on veut nous faire croire que tout le monde n'est intéressé que par l'argent, il nous a expliqué que les gens cherchent du lien social, ils cherchent du retour émotionnel, car ils sont profondément isolés. Donc les gens sont prêts à donner de l'argent et n'avoir qu'un retour émotionnel. Il a même banni le mot entrepreneur et l'a transformé en entreprenant, quelqu'un qui crée. On est donc dans de la créativité. Et il a fait la promotion de la disruption. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, c'est bien, mais il faut se protéger des moules. Il y a toujours quelqu'un qui veut vous faire entrer dans une nouvelle case. Il y a toujours quelqu'un qui veut récupérer un concept innovant. Donc il fait la promotion de la liberté, de l'autonomie intellectuelle. C'est ce que j'ai présenté dans le petit cercle là-haut. La connexion, ne pas rester seul et toujours rester un petit peu hors cadre. C'est ce qui va nous permettre de rester autonomes et lucides. Gardons notre lucidité. Ne nous laissons pas aveugler par la philosophie du crowdfunding pour la philosophie. C'est quel but il y a derrière. Et ensuite, il a amené effectivement le but de cette table ronde, excuse-moi Christian, je te tourne le dos, c'est cette dichotomie entre la démocratie et la technique. Il a dit, mais il faut arrêter, arrêtons. C'est l'un avec l'autre, quoi. La technique au service de la démocratie, et la démocratie qui effectivement a besoin de la technique. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu et ce que j'ai voulu recentrer, ce que j'ai voulu présenter ici, c'est recentrons-nous sur le fait de arrêtons les clivages, d'accord? Quel est le but? Quel est le but du projet? Quel est le sens? Pourquoi veut-on fédérer des gens? Pourquoi veut-on rassembler de l'argent? Donc arrêtons de dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est mieux ou c'était mieux avant ou ça sera mieux plus tard? Quelque part, il l'a dit, on s'en fout. C'est le bordel. Il nous l'a expliqué clairement en ces mots, d'accord? Donc il y a une logique de rassemblement qui fait qu'on va en finir avec les clivages et pourtant, il ne faut pas mélanger l'outil et le but. L'outil, c'est la technique. Internet, les réseaux, la campagne. Mais quel est le but? Quel est le but? C'est rassembler une communauté. Mais il y a une nouvelle question qui arrive derrière. C'est une fois qu'on a rassemblé, c'est pourquoi? Et c'est là où on rentre dans une logique de révolution. Je reviens sur, c'est parce que le mot était fort, il a été prononcé d'entrée. Il y a une révolution, un côté disruptif. C'est que de ce que j'ai entendu, à une époque, pas si lointaine et encore pour certains, le crowdfunding, c'était un art de vivre. Il était optionnel. On a fait des albums avec. Apparemment, il devient maintenant nécessaire. C'est-à-dire qu'on crée des start-up humanitaires. On va sauver des hommes avec du crowdfunding. Des entreprises, pour survivre, font appel à du crowdfunding. Ce qui veut dire qu'on passe d'une logique optionnelle à une logique de nécessité. On passe de l'art de vivre à, excusez-moi le terme, même s'il est un peu inquiétant, à la survie. Et des hommes et des entreprises. Et ça m'a amené à reprendre les mots crowdfunding. Effectivement, crowd, il l'a dit, tout le monde l'a dit, il faut s'intéresser aux gens. Il y a des gens, crowdfunding. Mais le funding, il n'a plus rien à voir avec l'argent. Étymologiquement, il renvoie à foundation, les fondations. On s'appuie sur la communauté, sur la foule pour créer un projet sur lequel on va s'appuyer. Et funding renvoie à fundamental, fondamental. C'est-à-dire que cette philosophie devient un outil qui nous rapproche quelque part de notre humanisme et de notre humanité.
D'ailleurs, lorsque les gens aujourd'hui vous ont parlé de solidarité, ils ne vous l'ont pas proposé comme une cible. Ils ne veulent pas être solidaires pour être solidaires, hein. Ils ne veulent pas être copains pour être copains. C'est pas comme ça. C'est parce que, c'est ce que j'ai écrit ici, nous n'avons plus le choix. À notre époque hyper individualiste, avec ce que nous consommons, comment nous détruisons la planète, nous n'avons plus le choix. La solidarité, et même si certains l'ont témoigné parce que c'était des pays ou du Maghreb ou effectivement en Afrique, mais globalement, je pense qu'on le voit même ici en France, au quotidien, dans nos rues, la solidarité s'impose à nous. Et pour finir, je vous poserai juste une question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes venus ici? Je suis convaincu que vous êtes tous des gens éduqués sur le domaine. Vous saviez déjà tout ce qui allait être dit. Vous connaissiez tous les thèmes, vous êtes allés sur Internet, dans d'autres conférences, vous avez lu des livres, vous auriez pu rester chez vous, vous auriez pu lire effectivement d'autres articles, regarder des vidéos, des TEDx, tous les experts mondiaux. Pourquoi est-ce que vous êtes venus aujourd'hui? Eh bien, vous êtes venus aujourd'hui pour la même raison que ces entrepreneurs, ces personnes, sacrifient une part de leur vie privée, hein, sacrifient une part de leur argent, de leur énergie, sacrifient une part de leurs relations et mettent tout au cœur, effectivement, de cette problématique. C'est que vous, comme eux, vous ne voulez pas vivre cela seul. Être ici aujourd'hui ensemble était plus important que de ne pas l'être. Et je crois que vous vous mettez en abîme vous-même sur la logique fondamentale du crowdfunding. Merci beaucoup. Merci Laurent Bogossian de ce regard et de cette capacité. C'est plus que de la synthèse, hein, il nous a emmené plus loin que peut-être là où on allait. On va vous remercier, on va applaudir nos intervenants, les remercier, puis on va se donner rendez-vous dans 10 minutes pour la deuxième partie. Cette fois, on va parler de la blockchain. N'ayez pas peur, accrochez vos ceintures. On va essayer de comprendre l'avenir qui nous est réservé à travers ces nouveaux outils.